L'organisation. Au début, ce n'était qu'une histoire de film pourri à critiquer. Mais c'est allé trop loin. C'est pour ça qu'on a décidé de se battre. Depuis 4 mois, on élimine tous les clones de l'organisation, un par un. Cela fait 4 mois qu'on se bat chaque jour. Mais j'ai fini par en oublier l'essentiel. Je continue de penser que c'est pas une très bonne idée d'avoir renoncé à Super Objectif. Maintenant que t'es plus immortel, tu sais ce que ça veut dire, Anto. Je sais. On n'a plus de nouvelles du leader depuis des mois. Peut-être qu'on le surestime trop. Ouais. Mais dans tous les cas, Gorge Profonde va bientôt retrouver sa trace grâce au compte Facebook, Gilbert Anonyme. Sinon, t'as des nouvelles d'Elvis? Non. Anto, ça fait plusieurs mois. Je sais bien ça. Et pour l'instant, ce n'est pas ma priorité. Bonjour ou bonsoir et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo d'État Critique. C'est la première de 2003, il était temps de revenir. Générique. Aujourd'hui, on va parler d'un film qui m'avait énormément marqué quand j'étais gosse, mais que j'ai fini par oublier avec le temps. Donc laissez-moi vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'une société de production appelée Dark Castle. Cette boîte a été créée à la base pour produire des remakes d'œuvres de William Castle. Et pour l'anecdote, ce réalisateur a fait un film qui s'appelle en français « Tuer n'est pas joué ». Oui, je sais, ça n'a rien à voir avec le reste de la vidéo, mais au moins ça m'a permis de caler un de mes jazz bands préférés. You're welcome. Concernant les films de Dark Castle, on a donc eu droit à La Maison de l'Horreur et 13 Fantômes. 2 remakes médiocres qui ne parviennent pas à rendre hommage correctement aux réalisateurs des films originaux. Je dirais même qu'on est plus dans de la dénaturation, la faute à des choix de réalisateurs... discutables. La politesse. Les intentions étaient là, mais encore trop bancales. Et c'est pour ça que la société de production a décidé de changer de direction, en restant dans le domaine de l'horreur, mais en évitant tout rapport avec les films de Castle. C'est donc là que le vaisseau de l'angoisse entre en scène. Ce boîtier est particulièrement moche. On pourrait se dire que les producteurs ont retenu la leçon, et ne reproduiront plus les mêmes erreurs. Mais le choix du réalisateur va nous faire redescendre sur Terre, car on retrouve le même metteur en scène que pour 13 Fantômes, à savoir Steve Beck. Le mec est en plus un technicien qu'un artiste. Au casting, on peut retrouver, comme le dit la jaquette, le redoutable Gabriel Byrne. Un acteur qui a fait ses preuves dans des films tels que Miller's Crossing, Usual Suspect et aussi La Fin des Temps, qu'on devrait renommer La Fin des Carrières car Gabriel et Arnold ils ont eu du mal à se relever après ça. Juliana Margulies qui s'était fait connaître grâce à la série Urgence et Desmond Harrington pour qui l'année 2003 sera le top de sa carrière au cinéma. D'ailleurs les années lui ont pas trop réussi car il est passé de ça à ça. Donc, le film démarre sur un paquebot de luxe, l'Antonia Grazia. Même pas besoin d'indication temporelle, rien que le logo à l'ancienne et la police de titre ringarde nous font comprendre que cette introduction se déroule dans le passé, à savoir les années 60. Et on voit tout le monde danser sur une musique envoûtante, y compris ces deux-là. Allez, direct. Bref, tout semble aller pour le mieux. Quand soudain... Oh putain, cette intro est géniale! Franchement, le film a beau être mineur, sa scène d'intro m'avait énormément marqué par sa brutalité et son ingéniosité. Tellement que la détresse de la jeune fille, jouée par une toute jeune Emily Browning, est vraiment palpable. Cette séquence est quasiment irréprochable, et je ne suis pas le seul à le penser. Même ceux qui n'aiment pas le film sont d'accord avec ça, c'est pour vous dire. Mais après, il y a le reste du film. La suite est simple. 40 ans plus tard, des chasseurs d'épaves, grâce aux indications d'un pilote d'avion, apprennent que l'épave de l'Antonia Grazia se trouve en pleine mer de Bering. Ils y vont en espérant décrocher le jackpot. Mais des événements surnaturels vont se produire, blablabla, bla bla, vous connaissez la chanson. Bon alors, pourquoi j'ai dit? Mais après, il y a le reste du film. Waouh, je viens de faire un flashback sur une phrase que j'ai dit il y a même pas 30 secondes quoi. J'ai dit ça parce que après l'intro qui est vraiment élégante, on a droit à ça. Arrache-toi de mon foutu remorqueur. On n'a pas beaucoup de temps. Taille-toi et plus vite.
Si la bouée coule, elle nous entraîne avec elle. Un montage clipesque qui passe plus pour une pub pour devenir chasseur d'épaves. Et ensuite... du rock dans un film d'horreur. C'est un indicateur de film à chier, retenez bien ça. Le décalage est trop fort. Je sais bien qu'on a un bond dans le temps de 40 ans, mais je pense pas que le faire de façon aussi brutale c'était une bonne idée. Car au fond, il n'y a rien de mieux dans une transition que la fluidité. Et limite, j'aurais pu m'arrêter là car c'est représentatif du problème global du film. C'est qu'il a tout pour marcher, mais il se tire une balle dans le pied. Oh putain, je sens que je vais me régaler avec ce film. Le potentiel était énorme. Il suffit de voir l'utilisation du budget pour les décors du bateau. Et il faut le reconnaître, ça a de la gueule. Rien qu'avec ce décor, tu as toutes les cartes en main pour faire frissonner le spectateur. Il suffit juste de retranscrire comme il faut l'atmosphère oppressante de ce bateau abandonné au milieu de l'océan en pleine nuit. Ça semble facile. Bah, pas tant que ça apparemment. Tout simplement parce que le film est beaucoup trop bien éclairé pour que l'on ressente quoi que ce soit. L'idéal aurait été d'appuyer un sentiment de solitude et de claustrophobie, en renforçant les noirs. Un traitement que fera The Descent par exemple. L'image étant dominée en majorité par l'obscurité, sans que cela devienne illisible pour autant. N'est-ce pas Alien vs Predator Requiem? La lumière ne se concentrant que sur ce qui est nécessaire à voir pour le spectateur. Et le fait de ne pas tout voir, bah c'est ça qui renforce le stress. Alors que là, ben, c'est trop clair. Et donc trop rassurant. Parce qu'il y a une différence entre faire ça... Salut. Et ça... Salut. Ce qui fait que la peur risque de ne pas être au rendez-vous. Et pour un film qui s'appelle Le Vaisseau de l'Angoisse, c'est quand même un peu bateau. C'était Monsieur Jeu de mots. Parce que ne comptez pas sur le reste du film pour vous faire peur. Déjà, les jumpscares. À l'exception d'un que je trouve relativement bien placé, les autres ne m'ont même pas fait sursauter. Soit à cause de leur facilité, soit à cause du montage. Car pour faire sursauter le spectateur, il faut quand même provoquer un minimum de tension pour qu'on se dise pas que le jumpscare il sort de nulle part. Et le meilleur exemple pour illustrer ça, c'est cette scène. Je vous la mets en entier pour que vous compreniez bien le problème. Alors, qu'est-ce qui ne va pas dans cette vidéo? Absolument tout. Déjà, vous avez dû penser que j'ai coupé carrément le début de la scène. Mais non, même pas. Elle commence réellement comme ça. Pas de contexte, rien, que dalle. La scène n'est donc même pas installée alors que c'est la base, que le réalisateur veut déjà que tu ressentes de la tension par rapport à quelque chose d'étrange qui se passe. Sauf que ça ne dure même pas 5 secondes. Un peu court pour réellement commencer à avoir peur. Et si en plus tu conclus ça avec un jumpscare bidon qui ne ferait même pas sursauter le mémé cardiaque, eh bien... Et l'Oscar de la tentative de scène de tension la plus pitoyable de 2003 revient au vaisseau de l'angoisse. Pour qu'un jumpscare fonctionne, il faut un contexte. Tu peux pas arriver comme ça et faire... Vous voyez, c'est nul quand il n'y a pas de mise en place et que ça sort de nulle part. Du coup, ça vous a plus énervé qu'effrayé. Promis, je refais plus, hein. Et à côté de ça, il y a quand même des effets un peu lourdingues et aussi des trucs que je ne comprends pas. Parce que les fantômes n'ont rien d'autre à faire que d'écrire des mots que ne vont même pas voir les chasseurs d'épaves. Ah, mais t'as rien compris, c'est pas pour eux, c'est pour les spectateurs qui regardent le film. Et ce n'est pas la mise en scène qui va apporter un peu de matière à tout ça. Steve Beck a exactement le même problème que dans 13 fantômes. C'est-à-dire que ce n'est pas spécialement mal filmé, mais on sent qu'il n'y a aucune pertinence artistique. Alors attention, une mise en scène classique, c'est pas une mauvaise chose en soi. Mais là, ça dessert totalement l'impact que devraient avoir certaines séquences. Le seul passage que j'ai relevé, c'est que pour montrer que Gabriel Byrne est désorienté, le film va utiliser des jump cuts. Et c'est tout? Et on est dans le vaisseau de l'angoisse, ça n'en demande pas trop non plus. Hein. La réalisation est d'une platitude affolante, ce qui fait que les passages d'exploration risquent de provoquer un ennui mortel, alors que ça devrait être le contraire. Chaque changement de couloir doit provoquer au moins un petit frisson, quoi. Mais non! Au bout d'un moment, l'horreur est tellement en retrait et peu efficace qu'on a juste l'impression de voir des gens visiter un vieux bateau et basta. Du coup, vous allez finir par vous dire... Ce n'est pas un putain de film d'horreur! Merde! Merde! Ce n'est pas ça un film d'horreur! Merde! Désolé pour vos oreilles. En parlant d'oreilles justement, évoquons la musique. Best transition ever. Parce qu'à défaut d'avoir une mise en scène efficace, on peut peut-être rattraper le coup avec une ambiance sonore vraiment réussie.
La musique a été composée par John Frizzell qui avait déjà travaillé sur des films tels que Le Pic de Dante, Alien Résurrection et Souviens-toi l'été dernier 2. Que des chefs-d'œuvre quoi. Et je trouve que dans l'ensemble il a fait un boulot honnête avec des compositions lancinantes plutôt en accord avec ce qui se passe à l'écran. C'est très basique mais ça a le mérite d'être efficace et de ne pas prendre trop de place. Elle se fait discrète tout en étant suffisamment présente pour apporter un petit plus. Malheureusement à côté on a également ça. Et c'est là que le film donne l'impression de ne pas être fixé sur le ton de sa bande sonore. Entre les compositions de John Frizzell et les musiques rock préexistantes parsemées un peu partout au sein du film, le décalage est trop violent. Et le meilleur exemple pour illustrer ça, c'est le flashback du massacre des passagers de l'Antonia Grazia. Quand on voit les images seules, on se dit qu'il faut naturellement l'accompagner avec une musique glauque et malsaine, comme ça par exemple. Mais à la place, ils ont mis ça. Le fait d'avoir choisi une musique pareille fait perdre à la séquence quasiment toute son intensité. C'est dommage car les images sont là, mais la chanson ne colle pas. Bon alors, je vais essayer de pas trop m'avancer car après tout il y a des gens qui ont réussi à se pisser dessus devant Paranormal Activity. Tiens, ça m'avait manqué ça. Mais ça ne fait pas peur. Enfin, je vois pas ce qui peut vraiment vous faire peur dans ce film. À moins d'être vraiment très sensible. Mais bon, à défaut d'avoir peur tout court, rien ne nous empêche d'avoir peur pour les personnages. Il peut y avoir une certaine implication émotionnelle. Mais pour ça, il faut que les personnages soient attachants, ou nous donnent envie de s'inquiéter pour eux. Et là encore, ce n'est pas le cas. Oh là là, comme c'est surprenant. Ils sont très clichés. Ce qui n'est pas un mal, hein, un cliché n'a jamais été un défaut en soi, car on a quand même plus d'un siècle de cinéma derrière nous. Donc réussir à avoir des personnages que l'on a vus nulle part, c'est impossible. Chose que beaucoup ont du mal à comprendre. Si les personnages sont clichés, ça ne devient pas forcément automatiquement un défaut. C'est seulement lorsqu'ils ne sont définis que par ça et rien d'autre que ça en devient un. Et dans le vaisseau de l'angoisse, ça se confirme car les personnages n'ont aucune profondeur. Ils manquent tous de substance pour que l'on s'attache un minimum à eux. Ce qui fait qu'ils ont tous une caractéristique physique bien précise. Car sinon, la plupart étant extrêmement creux, ce serait difficile de les différencier. On a donc le cubain qui parle à son moteur. Entends-je le refrain de la mécanophilie? Le noir à minimum lucide qui veut se barrer car il trouve qu'il se passe des choses étranges. No shit là. Le barbu qui pue. Et je suis sérieux, c'est son principal trait de caractère. C'est qu'ils sont mauvais. Le blond qui parle en blond, le mentor, plus âgé que les autres, qui sert de figure paternelle à la seule femme du groupe. Ce qui fait donc de cette série une série sexiste. Non! Surtout qu'en plus, c'est la plus compétente. Elle est très intelligente, enfin presque. Vous êtes sûr que c'est prudent? La béatitude! Bon, à part ça, elle est débrouillarde, forte, combative et... Ouais bon, c'est la survivante quoi. Putain, mais comment t'as fait pour trouver? T'es vraiment fort, hein, parce qu'ils ont été tellement subtils. Donc, étant donné que la peur n'est pas présente, et que les personnages n'aident pas vraiment pour que vous rentrez un minimum dedans, vous risquez d'être hermétique à tout ce qui se passe. Et c'est un peu problématique dans un film d'horreur. Comme quoi, c'est pas parce qu'on copie Shining qu'on fait forcément un bon truc. Si, c'est flagrant, hein. L'alcoolique qui se fait manipuler par des esprits qui finit par péter les plombs, le torrent de sang, le fantôme d'une petite fille en robe bleue, la manipulation montrant un corps de rêve alors qu'en fait, haha, je suis en décomposition. Au final, la jaquette ne mentait pas, c'est bien un Shining flottant. Et sans le talent d'un Kubrick derrière. En conclusion, je trouve que Le Vaisseau de l'Angoisse n'est pas un bon film. Même si je ne le déteste pas et que je garderai toujours une certaine affection nostalgique envers ce film, je ne peux pas nier les problèmes du long métrage et je comprends pourquoi il n'est pas très apprécié. Et pourtant, il est loin d'être détestable, c'est pas le genre de film que tu mets dans ton top 10 des films que tu aimes le plus. Non, tu le regardes, tu trouves pas ça terrible, et t'oublies. Alors oui, je sais que si j'avais un minimum de bon sens, je lui aurais mis une alerte bousasse. Mais bon, c'est le début de l'année quoi, soyons indulgents. Je vous dis bye bye. Allez au cinéma, et à la prochaine. Allô? Alors comme ça, vous pensez me surestimer? Faux. Tu croyais quoi? Que parce qu'on ne vous donne pas de nouvelles, on ne fait rien? Détrompe-toi. Nous sommes partout. Vous nous avez mis sur écoute? Et ça m'a permis de faire une découverte intéressante. Devine ce que mes clones ont trouvé au bord de la mer. C'est étrange, hein? Je me suis toujours demandé pourquoi on n'arrivait pas à te tuer. Mais maintenant que je connais la réponse, tu as peur, avoue. Non. Eh bien, en tout cas, ça ne va pas durer. Car j'ai une petite surprise qui t'attend. Adieu, tout.